prime abord, il a noté que c'est depuis le 19 août 2023, lors de l'entretien, lors de ses propos qu'il a eu à tenir, il avait précisé qu'il y aura, n'est-ce pas, des assises nationales pour la refondation. Et ces 3 objectifs qui ont été assignés par rapport à ces assises. D'abord, il s'agit de mieux impliquer les Nigériens dans la gestion de la chose publique. Il s'agit d'amener les Nigériens à contribuer. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une démarche participative et inclusive. Ça, c'est le premier aspect. Et maintenant, le deuxième aspect, évidemment, il s'agit de donner corps, n'est-ce pas, à l'élan patriotique et populaire qui a été, n'est-ce pas, observé suite aux événements du 26. Je vous avais vu comment les Nigériens se sont mobilisés comme un seul homme. Il y a eu des mobilisations au Niger comme on ne l'a jamais vu ailleurs. Et donc, le président de la République dit que le deuxième objectif pour ces assises de la refondation, c'est pour donner corps, n'est-ce pas, à cet élan patriotique et populaire qu'on a observé. Maintenant, le troisième objectif, il s'agit de créer les conditions d'un dialogue inclusif et participatif entre toutes les couches de la nation. Nous avons une tradition de dialogue et donc on ne peut pas rompre avec cette tradition. Ça, c'est le troisième objectif. Et le président a parlé de la charte de la refondation qui a été promulguée exactement le 26 mars 2025. Et il s'agit essentiellement de la défense de la souveraineté. Le président a beaucoup insisté sur ça de notre pays. Et le président dit que cette défense-là peut se comprendre ou se décline à partir d'un certain nombre de points, dont le refus des bases militaires étrangères, plus de sous-traitance de notre sécurité. On ne peut pas dire que nous sommes souverains alors que nous avons des bases souveraines, des bases militaires étrangères qui sont sur notre territoire et qui, de surcroît, ne nous aident même pas par rapport au phénomène du terrorisme. On ne sait même plus pourquoi elles sont là. Elles ne nous aident pas par rapport aux informations, elles ne nous aident pas par rapport au combat contre, n'est-ce pas, les terroristes. Donc c'est le premier point par rapport auquel le président dit que la défense de notre souveraineté doit s'y comprendre. Maintenant, le deuxième point, évidemment, c'est la souveraineté sur nos ressources. Là, un bond qualitatif extrêmement important a été réalisé. Parce que vous savez, pendant combien, plus de 50 ans, la France a exploité notre uranium comme bon l'islam. Vous voyez qu'aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent même plus se tenir tranquilles, comme le témoigne, n'est-ce pas, la dernière résolution de l'Union européenne qui est propulsée, préméditée et impulsée par la France pour justement isoler diplomatiquement le Niger. Ils ne peuvent plus se tenir tranquilles parce qu'ils ont perdu, n'est-ce pas, tous ces privilèges qu'ils avaient d'exploiter nos ressources, de piller les ressources comme bon leur semble. Le président dit que notre souveraineté, la conquête de notre souveraineté, se comprend par rapport, n'est-ce pas, à la souveraineté sur nos ressources, puisque maintenant, désormais, c'est à nous qu'appartient ces ressources. Il a parlé de la nationalisation, n'est-ce pas, de la Somalie. Notre uranium, la production, l'exploitation de notre est désormais nationalisée. C'est un pas extrêmement important. Il y a 10 ans de cela, si on dit à quelqu'un que cela peut se produire au Niger, on n'allait même pas croire. Tellement que nous sommes dominés, tellement que nous sommes expropriés. Et le président a dit des choses extrêmement importantes par rapport, n'est-ce pas, à cette réappropriation de nos ressources. Il dit que désormais tous les contrats vont être publiés dans les journaux officiels. Ce n'est plus ce temps de l'opacité. Il y a une certaine transparence par rapport à la gestion de ces ressources et il dit que les revenus versés à l'État vont profiter, n'est-ce pas, aux populations. Et évidemment, il a parlé de la nécessité de prendre en compte les intérêts du Niger dans toute transaction ou dans tout contrat qu'on aura assigné par rapport à l'exploitation des ressources. Il a parlé surtout des uranium. Mais moi, je vois que ça va même au niveau du pétrole, parce que vous avez vu au niveau du pétrole, même avec les Chinois, on a eu des bras de fer par rapport au partenariat gagnant-gagnant qui est désormais le leitmotiv, n'est-ce pas, de notre pays, de nos autorités. Et donc, il faut généraliser ça, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, l'uranium. Alors, également, le président a parlé de la nécessité de prendre en compte le Niger. Il a parlé de l'inviolabilité, des caractères inviolables des biens publics. Et ça, c'est extrêmement important. On n'est plus dans les temps de pillage, comme on a l'habitude de les voir
avec les régimes soi-disant démocratiques. Il a parlé également du caractère imprescriptible, n'est-ce pas, du crime de haute trahison, etc. Et le président dit que la promulgation de la charte, c'est aussi la définition d'un nouveau type de contrat entre les citoyens, n'est-ce pas, et les gouvernants. On redéfinit le pacte social, les contrats sociaux, parce qu'on voit que, qu'est-ce qu'on voit d'habitude? On amène les gens pour voter, même les résultats sont truqués, on prend celui qu'on veut, on ne tient pas compte, et puis maintenant on gère d'une certaine façon. Au fait, il faut revenir à la base, remettre en cause ce type de relation entre les citoyens et les gouvernants pour redéfinir un nouveau pacte politique, un nouveau contrat social. Est-ce que vous voyez, qui doit être, n'est-ce pas, la boussole par rapport à toutes les orientations. Alors, le président a parlé de ces points, évidemment, et aussi, voilà, un nouveau contrat. Il a salué la mobilisation parce que vous avez vu la tournée en profondeur. Et c'est là où nous disons que ce qu'il a avancé par rapport à la situation, puisqu'il a dit que la situation sécuritaire elle est sous contrôle, en dépit des attaques que nous avons. Évidemment, si la situation n'était pas sous contrôle, vous avez vu le président, il est parti jusqu'à Asmaka. Il a fait les Niger de fond en comble. Et par la voie terrestre, même les zones rouges n'ont pas été épargnées. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était un défi qui était lancé au GATT et à leurs sponsors. Mais évidemment, les attaques persistent parce qu'il s'agit d'une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre où les gens face à face, vis-à-vis, ils viennent. Ils profitent des situations de relâchement et autres, n'est-ce pas, pour surgir, comme on l'a dit. Alors, le président a fait le bilan par rapport au 1 an de gestion. Il faut le dire, le président dit que par rapport à l'an 1 de la refondation, ce qu'on note, il y a un changement de la gouvernance. Sur le plan politique et institutionnel, le président a parlé de la normalisation de la situation politique, l'installation de toutes, n'est-ce pas, les institutions prévues par la charte de la refondation. Sur le plan sécuritaire, je l'ai dit tantôt, il a parlé de la stabilisation de la situation sécuritaire qui est sous contrôle en dépit des attaques, et etc., etc. Sur le plan des infrastructures, il a également fait le bilan. Sur le plan de l'éducation et de la santé, il a parlé de 6 000 agents de santé qui vont être recrutés. Il a parlé également de 11 000 enseignants qui vont être recrutés par rapport à l'éducation. Et ça, évidemment, c'est une aubaine pour les pays. Il faut saluer ces gestes. Et nous osons espérer que, n'est-ce pas, des initiatives comme ça vont se multiplier. Il a parlé, il dit qu'on en aura plus dès que la situation financière du pays le permet. Et c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, nous avons des milliers de jeunes diplômés qui sont au chômage. Et parce qu'on ne peut pas faire une refondation si on ne tient pas compte, n'est-ce pas, de tous ces problèmes sociaux. Donc, évidemment, sur le plan socio-économique, le président a parlé de la réduction du prix du ciment, quand il a parlé de matériel de construction. Il a parlé également de la réduction du prix du carburant, du litre. Il a parlé également de la réduction des frais sanitaires, des frais de consultation et autres. Il dit qu'il s'agit d'un changement de paradigme, puisque avant on s'occupait juste de la redistribution. Il s'agit de revoir comment redistribuer les richesses pour que même ceux qui ne sont pas de l'administration, ils profitent. Vous voyez, la vieille dame qui vient d'un village, qui est venue à l'hôpital de référence pour des consultations, elle profite aujourd'hui parce qu'elle a une réduction de 50%. Et c'est extrêmement important qu'on aille dans ce sens-là, si on parle de refondation, évidemment. Donc, il a parlé de la grande irrigation, qui est un succès total. Il faut le dire, même s'il y a des choses encore à faire, nous avons déjà d'abord des résultats. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut lancer un appel au président de la République pour qu'il y ait plus de redevabilité par rapport aux moyens colossaux qui sont en train d'être injectés dans cette grande éducation. Il faut que le principe de redevabilité soit le maître mot. Celui qui gère un franc, il faut qu'il rende compte. C'est extrêmement important. On ne peut pas investir des milliards. Il y a déjà une bonne volonté. Après, on vient, il n'y a pas de résultat. Nous n'avons pas encore ce genre de situation, mais je pense que la vigilance doit être démise par rapport aux moyens qui sont. La redevabilité, comme je l'ai dit, doit être l'alpha et l'oméga. Évidemment, c'est un succès total, c'est indéniable. Aujourd'hui, vous avez vu le Bénin qui nous a fait du chantage par rapport au maïs. Aujourd'hui, le prix du sac a chuté
Avant, le riz, on l'achetait à combien? C'était autour de 20 000 avec la crise. Aujourd'hui, le riz est disponible à 9 000. On est même en train de dire que bientôt, ça va même baisser. Le riz local. Et c'est extrêmement important. Donc, nous sommes en train d'aller vers notre souveraineté alimentaire, vers l'autosuffisance alimentaire. Je pense que le cap doit être mis sur cela. Le président a dit que l'agriculture, c'est désormais la base de notre développement socio-économique. Tous les pays qui se sont développés, ils sont passés par là. Nous, on ne peut pas faire du coq à l'âne, passer directement au secteur tertiaire, etc. Il faut que, n'est-ce pas, les moyens colossaux, il faut qu'il y ait plus de suivi, plus de regards par rapport à ce qui est en train d'être fait, qui est déjà éminemment positif. Alors, voilà. Donc ensuite, sur le plan industriel, sur le plan de l'exploitation de nos ressources, on en a déjà parlé. La nationalisation de la Somalie, c'est extrêmement important. Vous avez vu aujourd'hui la géopolitique actuelle qui est dominée par les questions géostratégiques, puisque c'est par rapport à notre uranium que les puissances occidentales, notamment la France, sont toujours en train, n'est-ce pas, de nous combattre, soit en finançant les terroristes, soit, n'est-ce pas, en impulsant le vote d'une certaine résolution qui, comme je l'ai dit tantôt, vise à isoler diplomatiquement le Niger. Voilà, sur le plan diplomatique également, il y a eu des progrès colossaux. On ne va pas revenir là-dessus. Et il faut quand même souligner l'opérationnalisation de l'AES. L'opérationnalisation de l'AES à travers la création d'une banque d'investissement et aussi à travers, n'est-ce pas, à travers la force commune. La force commune de 5 000 hommes plutôt, tantôt on dit également 6 000, qui est devenue une réalité. Et ça, c'est extrêmement important, sans parler de la télévision de l'AES. Ensuite et enfin, le président a tiré les leçons par rapport, n'est-ce pas, au conflit que nous avons au Moyen-Orient. Donc, il dit que ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se conformer au droit international. C'est le fait qu'on ne respecte pas les droits internationaux. C'est ça qui nous a amenés dans ces conflits. Voyez-vous, le monde est devenu comme une jungle où les gens s'élèvent, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que, voyez, on a capturé un président et puis tantôt ici, on a agressé l'Iran. Ça, il faut le dire sans diplomatie. C'est notre avis. C'est une agression qui a été faite là-bas. Et c'est pour ça que les leçons qu'on tire, nous, on ne doit pas se dire que la résolution, par exemple, ne permet pas de nous attaquer. Non. Ces gens-là, ils peuvent nous attaquer. Ils peuvent tout simplement décider de faire comme Trump l'a fait. C'est une leçon à tirer. La résolution de l'Union européenne en elle-même, elle n'est pas contraignante. Elle n'a aucune valeur juridique contraignante. Elle n'autorise pas la France à nous attaquer. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de base légale parce que la leçon que moi, personnellement, je tire, c'est que le monde est devenu comme une jungle où c'est la loi du plus fort. Trump s'est levé, il a pris Maduro, personne n'a parlé. Même l'UE, le Parlement de l'UE qui a fait n'a pas parlé. Il s'est levé, il a agressé l'Iran en compagnie de personne n'a parlé. Donc aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. Nous, les faibles, nous devons nous armer. Et la leçon importante qu'il faut tirer, je crois que le président l'a dit indirectement, aucun pays n'est à sous-estimer. Personne n'a pensé que l'Iran pouvait tenir 4 semaines, 3 semaines face à la puissance mondiale, à la plus grande puissance mondiale qui est les États-Unis, et puis à côté, nous avons Israël. Grosso modo, le président a tiré 5 leçons. La première leçon, il dit ne jamais sous-estimer la malveillance des puissances étrangères. Il ne faut jamais sous-estimer leur malveillance. Est-ce que vous voyez? La deuxième, rapidement, ne jamais permettre à nos ennemis de nous infiltrer pour nous diviser. Il faut rester toujours unis et solidaires. La troisième leçon, il s'agit de renforcer notre unité nationale. Et ensuite, la quatrième leçon, renforcer notre confédération AES. Vous avez vu, l'AES c'est une alliance naturelle. Et aujourd'hui, si je peux m'exprimer en langue, il y a une sorte d'amana entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Quand la CEDEAO a voulu nous agresser, mais le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, ils ont dit celui qui attaque le Niger, il nous attaque. Il nous verra. Donc, c'est une alliance scellée, c'est une alliance en béton, si je peux l'appeler ainsi, parce qu'elle a été consacrée dans les moments les plus difficiles. Et le président dit que, n'est-ce pas, il faut renforcer cette confédération AES.
Il faut nouer des partenariats stratégiques efficaces. Partenariat stratégique efficace, moi je parle de la Russie. Les gens disent qu'on a laissé un maître pour un autre maître. On a laissé, la Russie n'est pas un maître. Je suis désolé. La France, nous on n'a jamais choisi la France. La France considère que le Niger c'est sa propriété. Elle considère que c'est elle qui nous a inventé parce que c'est elle qui a créé le Niger, c'est elle qui nous a donné l'indépendance à tour de bras, comme on donne un gâteau à un enfant. Elle considère que le Niger c'est sa propriété. Il n'y a pas moyen de parler d'égal à égal avec la France. Il n'y a pas moyen de faire un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas possible parce qu'ils considèrent que, même quand il y a eu la crise, ils ont dit à certains pays de l'Union européenne, pourquoi vous allez parler au Niger sans passer par nous? Ils pensent que, est-ce que vous voyez jusqu'où ils vont? Personne ne peut parler au Niger si la France ne l'autorise pas. C'est également la même chose. Personne, aucun chef d'État ne peut aller où il veut sans l'autorisation. Aujourd'hui, ça a changé. La Russie, c'est le peuple qui a appelé la Russie. La Russie, je crois qu'une fois le président l'a dit, la Russie n'a jamais eu de colonie en Afrique. Jamais. Et les Russes ne sont pas là pour remplacer nos FDS. Les Russes sont là pour nous aider à nous équiper, pour traquer les terroristes. Et donc c'est extrêmement important. Et la Russie a même joué des rôles extrêmement importants dans les guerres de libération en Afrique.